Bonjour et bienvenue fidèles abonnés de Corée Web TV. Immense est ma joie de vous retrouver pour le Corée Barreau du mois de septembre qui a reçu M. Amadou Diawara, chevalier de l'Ordre national, expert en transformation digitale et innovation technologique et fondateur du Centre d'innovation pour la recherche technologique et d'industrie créative. Intelligence collective et co-construction était le thème retenu pour le débat citoyen du mois de septembre 2022. L'essentiel des interventions de l'invité du jour portait sur l'union, le concours des intelligences pour la co-construction et la co-création de valeurs pouvant servir à tous à la fois. Je vous invite à suivre ce débat hautement instructif, modéré par M. Djibril Guissier du Centre culturel Corée. Bi Soromaïna, on a invité M. Amadou Diawara. Merci beaucoup, mon frère Amadou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Amadou Diawara, il est chevalier de l'Ordre national. Il a grandi entre le Mali et la France. Il est expert en transformation digitale et innovation technologique. Il est expert speaker et fondateur du Centre d'innovation des recherches technologiques et de l'industrie créative. Il a eu un long parcours dans différentes sociétés internationales. Il retourne ensuite au Mali en 2010 afin de se lancer dans l'ingénierie informatique. Il a un MBA, un master en business administration, MBA, des projets informatiques surtout. Il est l'éditeur de solutions informatiques de plusieurs outils numériques depuis 13 ans. Il est le président et fondateur de Cluster Digital Africa, une plateforme d'intelligence collective et de co-construction qu'il a mise en place. Donc, il a aussi mis en place une panoplie de solutions digitales, notamment CDA Social, CDA Event, CDA Virtual Academy, CDA Crowdfunding, CDA Biographie. Tout ça, ce sont des outils qu'il a mis en place. Donc, il va nous en parler de ses expériences et, comme je le disais tantôt, de tout ce qui pourrait être les avantages de ces outils numériques, mais aussi les désavantages. Mais vu sous l'angle de l'intelligence collective, il va s'entretenir avec nous sur cette thématique. Encore merci à vous d'être là. Applaudissez pour vous-même. Pour notre Kramoro du jour, Amadou Kumavivlo. Merci beaucoup. Donc, c'est de dire que merci à tout le monde d'être là ce matin, surtout de venir voir ce que nous sommes en train de faire. Je ne pense pas être Kramoro, comme il l'a dit, mais je suis un facilitateur, comme on l'a dit, dans l'intelligence collective. Et c'est surtout ça mon métier aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi, en tout cas, de venir parler de ce que je fais comme activité au quotidien. Et je crois que le thème est important aujourd'hui, mais jamais il n'a été aussi important que maintenant, en tout cas au Mali, avec l'actualité qui connaît aujourd'hui notre pays traverse en termes de crise multidimensionnelle. Je ne suis pas politique du tout et ça ne m'intéresse pas la politique, mais la question essentielle, c'est que nous avons vu ces derniers temps comment ensemble on est plus fort. Et je pense que c'est un mouvement qui est lancé pas qu'au Mali, mais en Afrique, mais aussi dans le monde avec la crise géopolitique mondialisée aujourd'hui. On se rend compte avec l'expérience qui est en train de se faire aujourd'hui entre la somme de ces pays comme la Russie, la Chine, l'Inde et tous les autres, et nous, Africains, comment on est en train de basculer aujourd'hui l'ordre mondial. Et cela, c'est l'intelligence collective aujourd'hui. Donc, c'est de dire que lorsqu'il y a un groupe de personnes et qu'ils ont décidé de fédérer leur intelligence, leur savoir, leur temps et collecter des informations, là, ça devient de l'intelligence collective. Mais souvent, on a tendance aussi qu'à nuance dans le cas là, en confondant l'intelligence collective et l'intelligence collectée. Ça aussi, c'est important de le souligner souvent. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on a voulu faire. Moi, personnellement, en tout cas, depuis un certain temps, j'ai accepté de le faire, d'être un facilitateur. Mais pour la petite histoire, ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai décidé de le faire. Quand j'étais en France et que je travaillais,
Et chez HP, à chaque fois que j'avais la chance d'aller en mission, c'était d'aller dans les pays pour parler de tropicalisation des ordinateurs. C'était ça mon boulot. Et un jour, j'avais décidé d'échanger avec un Saoudien qui me parlait dans son pays du pétrole, de tout cet argent qui sont en train de se faire, etc. En discutant, j'ai compris qu'en réalité, lui, il me parle de l'argent, il est très riche, ils ont l'argent et il parle de pétrole. Mais ça reste quelque chose qui va finir, qui est en train de s'épuiser progressivement. Mais moi, mon boulot faisait qu'il n'y avait pas de limite. C'était les technologies, en fait, aujourd'hui. Et je pense que, pour couper court, tout le monde sait très bien que Tesla, aujourd'hui, qui fait les voitures électriques, avec des voitures qui utilisent la technologie aujourd'hui, fait plus de chiffres d'affaires que General Motors. Qui connaît General Motors sait que une des plus importantes villes des États-Unis, comme Detroit, ne dépend que de l'industrie de l'automobile aux États-Unis. Et d'ailleurs, la récession en 2008 l'a démontré. Mais c'est encore l'intelligence collective, en fait. Pourquoi je veux revenir à cela. Mais quand moi je suis rentré au Mali, la première des choses que je voulais faire, c'est ce que j'avais appris, c'était de vendre des ordinateurs et des serveurs. Et je suis venu faire la même chose au Mali en 2010. Mais lorsqu'il y a eu le coup d'État, disons le premier ou le deuxième coup d'État, on peut le dire, parce qu'il y en a eu pas mal, et je me suis rendu compte en 2013-2014 que j'ai un souci aujourd'hui. Mon entreprise ne répond pas à l'entreprise de demain. Acheter, vendre. Attention, je ne dis pas que commerçant est fait non, parce que je suis maraca moi-même, donc je suis soniqué, pour ne pas dire de façon péjorative, je suis soniqué, ça l'a collé. Voilà, la vente fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont très riches. Mais moi, personnellement, c'était ma conception, ma façon à moi, je pensais que acheter, vendre, il n'y avait pas d'intelligence, en tout cas, et il n'y avait pas d'avenir, en tout cas pour moi. J'avais décidé de sortir de cela, d'aller vers quelque chose de plus qui n'était pas individuel, parce que mon business à l'époque dépendait de moi. Et pourquoi les hasards fait que ce jour-là, je m'étais retrouvé, quand il y a eu le contre-coup d'État à l'ORTM, j'étais à l'ORTM pour dépanner un serveur, et je me suis retrouvé entre le feu et les bérets rouges et les bérets verts qui se tuaient, voilà, entre eux. Et moi, j'étais là. Donc, j'ai compris que tout mon business, en fait, si ce jour-là, je partais, c'était fini. Ma société allait s'écrouler parce qu'elle ne dépendait que de ma personne. Pourtant, j'avais des collaborateurs. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a fait un déclic. C'est comme ça que j'ai décidé de la vente de l'équipement informatique. J'ai créé le centre d'innovation qu'il a parlé, qui est le CIRTIC, qui est un centre d'innovation de recherche technologique et d'industrie créative, justement pour ne pas être seul à réfléchir, pour ne pas être seul à apporter l'entreprise, mais de partager la pression, de partager les risques, mais aussi de mettre aussi le cerveau de plusieurs personnes en ébullition pour réfléchir ensemble et apporter plus. Et cela a fait que mon entreprise, à l'époque de 5 personnes, aujourd'hui on est à plus de 200 personnes. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi seul qui réfléchis, ce n'est pas moi qui prends les décisions, mais c'est le collectif qui décide ensemble. On essaie de réfléchir à des problématiques, on apporte des solutions. Et ces solutions ont commencé à apporter. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pense avec la bénédiction des parents, et on a une croissance à 2 chiffres depuis quelques années. Et ça, c'est dû au fait que je ne suis pas seul à aller chercher les projets, je ne suis pas seul à réfléchir, mais nous sommes plusieurs personnes à aller, nous sommes plusieurs à partager les manques de sommeil en tant que chef d'entreprise, mais la pression également. Donc cela ramène à de l'intelligence collective. Et c'est à la suite de cela qu'on s'est rendu compte qu'on avait également d'autres problèmes majeurs. C'était lorsque la crise est venue dans notre pays, qu'il y avait beaucoup d'écoles fermées, on parle de plus de 1200 écoles fermées. Et un jour, en discutant au bureau, on a voulu recruter du personnel, des développeurs. Et on s'est retrouvé à lancer un appel à candidature pour 50 développeurs, ingénieurs, informaticiens, programmeurs. Et on a communiqué, on a tout fait. Pendant 2 mois, on n'arrive pas à trouver au Mali. Ça veut dire qu'on avait un souci avec une population assez jeune, très très jeune d'ailleurs. Mais la question importante, c'est qu'on cherchait vers les métiers du futur, les nouveaux métiers, disons même pas du futur, les nouveaux métiers, puisqu'on est dedans, plein dedans, on ne trouvait pas de développeurs au Mali. Il y en avait des développeurs, mais ils sont déjà en freelance, ils travaillent pour eux. La plupart travaillent pour eux. Très peu travaillent pour l'État. Malheureusement, aujourd'hui, l'État n'emploie pas assez de développeurs. Les informaticiens de l'État sont la plupart des statisticiens ou des gens qui ont fait informatique de gestion qui sont recyclés. Mais nous, quand on voulait des programmeurs, on ne trouvait pas. On était obligé d'aller chercher au Sénégal, au Rwanda. Et c'est quelque chose qui nous avait un peu choqué, on en avait marre. On s'est dit, on va créer une université virtuelle qui va permettre aujourd'hui de former en fonction de nos propres besoins. On a voulu former une centaine de personnes. Mais lorsqu'on a mis que c'était en ligne,
on s'est rendu compte que l'Internet aujourd'hui a sans doute montré qu'on n'a jamais été aussi connecté dans le monde, et surtout en Afrique que maintenant. Mais on n'a jamais été aussi informé que maintenant. C'est là où on s'est rendu compte qu'en réalité, les gens sont informés, les gens attendent, ils écoutent, ils observent. Ils attendent aussi qu'un mouvement soit lancé. Et au lieu de 100 personnes, on s'est trouvé à des milliers de personnes qui sont venues s'inscrire à l'université. Quelque chose qui était à la base pour nos propres besoins, on s'est retrouvé dépassé, que c'était quelque chose qui devait être social. Donc on s'est transformé progressivement en entrepreneur social. Et c'est là où on a décidé de lancer une plateforme d'intelligence collective et de co-construction. Pourquoi? Parce que l'université, ce n'est pas notre métier. On n'était pas enseignant. Et c'est quelque chose de très délicat d'apprendre aux gens. On s'est rendu compte qu'il faut qu'on aille chercher toutes les intelligences nécessaires pour les regrouper, réfléchir et essayer d'apporter une réponse qui était la problématique de l'éducation, mais qui était aussi surtout d'apporter des formations de qualité, mais de réfléchir en fonction de nos réalités économiques, culturelles, environnementales et de notre pays pour donner une formation adéquate mais rapide. C'était quand même pour nous considéré comme un fast track. Il fallait aller très très vite parce qu'on avait des besoins de notre entreprise à recruter du monde. On voulait former, mais si on formait de façon rapide et que ce n'était pas efficace, on allait former des gens juste pour leur donner un diplôme, mais en réalité, ils n'allaient pas être efficaces. C'est là où on a eu l'intelligence d'aller chercher les autres. Donc c'est là où on a commencé à penser l'intelligence collective. Et progressivement, je pense que j'ai arrêté de faire mon boulot, qui est la vente, mais je vais plutôt continuer à travailler dans l'intelligence collective et la co-construction. Mais je pense bien avant que nous pensons à cela, bien avant que d'autres pensent à l'intelligence collective, puisque nous n'avons pas créé ce concept-là. Je parlais que ça existait depuis l'Antiquité, mais même bien avant cela. Parce que les fourmis, aujourd'hui, je pense qu'on les voit qu'ils sont toujours ensemble, les fourmis. En fait, quoi qu'il arrive, c'est l'intelligence, c'est le groupe qui fait qu'ils sont forts, ils vont aller partout et ils sont là, mais c'est hiérarchisé et ils essaient toujours de suivre des méthodes et des processus. Ils ont un mouvement de va-et-vient qui est là, que peut-être nous, on ne peut pas l'interpréter, mais ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont et ils savent comment le faire. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Nous sommes en train de revenir aux fondamentaux, à l'intelligence collective. Mais le plus important aujourd'hui, je pense qu'on parle de co-construction, et on parle également de co-création, mais on parle d'intelligence collective. Et je crois que l'exemple que je peux prendre, ça va être un exemple sur le festival et sur tout ce qui se passe dans la ville de Ségou aujourd'hui. Je crois que le facilitateur, c'était Mamoud Dafé qui a peut-être eu l'idée de mettre ça. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Je pense qu'il est à des milliers de kilomètres d'ici. Mais ça tourne très bien d'ailleurs. Je pense que s'il est là, ça tourne même moins. Parce qu'il y aura beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges. Donc les gens ne sont pas concentrés. Mais aujourd'hui, le fait qu'il n'est pas là, que les gens sont là, ils sont responsabilisés, chacun se sent le devoir de faire son travail. Et cela crée de l'intelligence collective. Et ça fait en sorte que, quel qu'en soit Alpha, notre pays arrive à profiter encore et avoir de l'information. Je sais que la jeune génération n'a pas accès. Mais en tout cas, c'est la culture, mais c'est aussi l'information avec du contenu localement qui est produit chez nous. Mais l'autre exemple que je peux donner, c'est le cluster Digital Africa. On s'est dit, mais attends, on est tous informaticiens ici. Comment on peut créer un mouvement, une plateforme d'intelligence collective qui va utiliser le digital comme un levier de développement et de croissance? Et c'est comme ça qu'on a lancé le cluster. Et quand on a lancé le cluster, on s'est rendu compte tout de suite que moi, je connaissais des gens qui sont dans le même domaine, mais qui peuvent apporter. Je les ai ajoutés au groupe. Et nous qui étions dans la salle, et c'est ce jour-là chez moi, on s'est tous mis à créer, à être administrateurs du groupe et à ajouter des gens. Tout de suite, le groupe a dépassé les 256 personnes qui sont autorisées par WhatsApp. On s'est retrouvé avec des personnalités qui sont à la Banque mondiale, comme Soukaina Khan, qui était la directrice de la Banque mondiale, des ambassadeurs, des gens de chez HP que je connaissais et des gens de chez Facebook que je connaissais. Donc, on s'est retrouvé tout de suite bloqué à 256. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, Soukaina Khan de la Banque mondiale m'envoie un message et me dit: attention, Amadou, il y a quelqu'un du groupe qui est en train de m'écrire en inbox. Ça veut dire qu'on a créé un groupe d'échange pour parler de souveraineté, pour parler de digital, parler de numérique, mais pour parler aussi de développement de notre pays. Mais entre-temps, des petits malins dans le groupe avaient besoin de contacts de certaines personnalités, ils ont profité de les écrire. On avait quelques ambassadeurs ou quelqu'un les demandait aussi de visa pour aller en Europe. Mais ils ont dit: mais Amadou, attends, les données à caractère personnel sont où? J'ai commencé à me dire que oui, j'ai un souci. Mais intelligemment, dans le groupe, on s'est rendu compte qu'il faut demander à faire une migration sans pour autant heurter ces personnes-là, parce que tu ne peux pas les ajouter au groupe et dire que cette personne est plus importante que d'autres.
Donc, on leur a demandé de faire une migration sur Telegram. Et pendant cette migration-là, on a enlevé les personnes qui, on pensait, étaient sensibles, leurs données. Mais à partir de là qu'on a fait ça, on les a exclus du groupe parce qu'ils n'avaient plus l'information de ce qui se disait, de ce qui s'est passé. Et on les a observés. Et je disais à mes amis que vous allez voir 2 jours après, c'est au Lebnaouleli que beaucoup de groupes la tourné. Parce qu'ils ont pris goût à écouter, à entendre ce que les autres disent, ce qui se passe. Mais ils se plaignent que comme on les personnalités, ils me reprennent un message à fin de fois et ils veulent sortir du groupe. 3-4 jours après, il y en a qui commencent à appeler. Oui, mais Diawara, moi, je ne reçois plus les messages du groupe. J'ai dit oui, mais on vous a enlevé puisque ça vous dérangeait, donc on ne pouvait pas se permettre de vous garder. Donc, à partir de Telegram aussi, le groupe a commencé à grandir. Et on a eu des ambassadeurs de personnes. On a aussi fait appel à toutes les intelligences que nous connaissons, mais chaque personne qui rejoignait le groupe nous disait, tiens, moi je connais telle personne, il peut être intéressant, il peut être une personne de ressources, il faut l'ajouter. Les gens ont commencé à faire des recommandations et finalement à coopter. Et le groupe Telegram avait dépassé les 20 000 personnes également. On s'est dit, waouh, ça veut dire que ça devient sérieux. Telegram aussi étant limité à 20 000, il fallait trouver une solution, mais aussi répondre à plusieurs problématiques. C'est là où l'intelligence collective joue. Donc on a fait du brainstorming. Tout le monde dit, oui, mais on va sur Facebook. On crée un groupe Facebook. Je dis non, on parle de souveraineté, on parle de développement de l'Afrique. Peut-être qu'on ne va pas inventer, parce que les choses existent, parce qu'on a tendance, nous, à confondre l'innovation et l'invention. La question, c'était de faire la différence entre les deux. Peut-être si on a le temps, je pourrais parler de cette partie-là. On a lancé un réseau social qui s'appelait CDA Social. Donc, pour m'arrêter là, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'intelligence collective que nous avons lancée aujourd'hui, c'est de faire comprendre que, en tant que facilitateur, que ce n'est pas seulement d'aller chercher l'information, ce n'est pas seulement de confier telle mission à un tel, ce n'est pas seulement de dire que toi tu vas aller chercher l'information, toi tu vas trouver telle solution, tu vas résoudre tel problème. Non, c'est de réfléchir, c'est un état d'esprit. En fait, c'est un mindset. Lorsque nous pensons qu'ensemble on est plus fort, lorsque nous pensons qu'ensemble nous avons une mission, lorsque nous pensons qu'ensemble nous sommes obligés d'être ensemble pour apporter une réponse à une solution qui nous concerne tous, c'est là où on est plus fort. Merci encore une fois. Je vous demande de l'acclamer très fort. Merci Amadou, merci beaucoup. Et si nous parlons d'intelligence collective et de co-construction, je pense que c'est la positivité qui est recherchée. Bon, en un mot, ce que je voulais dire, si vous n'avez pas été touché par les autorités actuelles, est-ce qu'il y a une manière de vous faire sentir, ou bien déjà ont-ils pris contact avec vous? Parce que votre service est de taille. C'est ce dont on a besoin actuellement. Vous demandez de nous expliquer un peu l'un de vos services que je suis allé checker un peu sur votre site qui s'appelle le CDA Biographie. Je m'intéresse à ça beaucoup plus. J'ai vu aussi CDA Event parce que je suis aussi dans l'événementiel, mais CDA Biographie parce que je travaille un peu dans ce sens avec les artistes. Je suis d'ailleurs venu ici pour implémenter un projet qui est intitulé artistepk.com et qui va présenter les artistes, mais d'une autre manière, avec d'autres formats de présentation. Outre la biographie, la simple biographie, ça va au-delà. Et donc, merci de nous éclairer par rapport à ce service. Maintenant, il me semble que nous, on a une mentalité, l'individualisme est tellement développé que chacun veut chacun veut ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça. Est-ce que l'intelligence collective, est-ce que ce n'est pas un niveau de développement? Est-ce qu'on est arrivé à ce niveau de développement? Oui, le gouvernement nous a approchés en me mettant chevalier d'ordre national sur ces travaux parce que j'avais eu la chance d'être invité, d'avoir le titre de docteur honorifique à Téhéran pour les travaux que nous avons menés en termes de l'e-learning, de l'éducation en ligne, de l'enseignement en ligne. Et ça, c'était à partir du moment que les Iraniens m'avaient donné ces titres, je pense que le Mali était obligé de réagir, puisqu'en partant à Téhéran, c'est un pays qui n'est pas courtisé, et je me devais d'informer le ministère des Affaires étrangères, je devais également d'informer le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement scientifique, parce que suis-je moi de prétendre aller chercher un titre à Téhéran, qui était sur la recherche sur l'enseignement en ligne, et j'étais peut-être le plus jeune qui travaille dans ce domaine. C'était le CNView, qui est le consortium de toutes les universités
virtuel, numérique du monde musulman. CDA Biographie et CDA Event. Alors, cette partie-là, peut-être que je vais donner 2 minutes à Awa, qui est notre coordinatrice générale du cluster. Merci beaucoup pour la parole. Alors, tout à l'heure, M. Diawara a effleuré un peu les différentes solutions qu'on propose au sein du CDA. Tous ces outils qui ont été mentionnés font partir de l'application qu'il vous a suggérée, CDA Social. Et pour en revenir à la question spécifique, qui concerne les 2 outils, celui de la biographie et CDA Events. Tout d'abord, CDA Biographie, c'est une plateforme qu'on a mis en place. Comme il l'a dit, on n'invente pas, on innove en fonction de l'existant, en adaptant à nos réalités. C'est un outil qui est inspiré de Wikipédia. Sauf que c'est un outil qui est ouvert à tous. Il permet de faire la promotion de nos talents africains en partageant leur biographie, mais aussi leurs différentes réalisations. Donc c'est un outil qui peut être exploité par tous. Par exemple, s'il y a des artistes, des journalistes, quelles que soient les compétences ici dans la salle, qui veulent se faire référencer sur la plateforme, qui veulent faire connaître leurs réalisations, leurs achievements, ils peuvent utiliser cet outil en créant leur page de biographie. Mais cet outil va au-delà de ça. Et pour peut-être que vous connaissez la complexité des avantages qu'il offre, je vous inviterai à l'utiliser vous-même. Je pense que c'est la meilleure manière de capter un peu l'intérêt de la chose. C'est toujours ce qu'on essaie de faire. Parce que très généralement, par exemple, l'outil de visioconférence dont il a parlé tout à l'heure, je veux dire que sur le marché, c'est l'une des plateformes les plus simples à utiliser. Elle est sans limite de participation. Donc, tu peux lancer la conférence, tu as plus de 3000 participants. La conférence, tu peux la lancer à 10 heures, cesser la diffusion peut-être 3 jours après, il n'y a pas de coupure. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est extrêmement simple, mais même avec tous ces avantages-là, c'est-à-dire tu n'as pas besoin d'avoir une culture numérique développée pour l'utiliser. Il y a des gens qui nous appellent, qui nous contactent sur les réseaux sociaux pour nous demander « Ah oui, est-ce que vous pouvez nous aider par rapport à ça, 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 ça ?» Et c'est une chose qu'on déplore parce que, par exemple, quand tu vas utiliser Zoom, tu ne vas pas appeler le créateur de Zoom pour lui demander comment tu utilises la plateforme. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a aussi un phénomène de paresse intellectuelle qui est là quand il s'agit de nos créations africaines. On invite toutes les personnes qui sont ici, qui soient soit entrepreneurs, étudiants, etc., à utiliser cet outil, surtout ceux qui sont dans l'éducation. C'est un outil qui est plus adapté à ce secteur-là. Donc ça, c'est l'outil de visioconférence. Donc pour en finir sur la plateforme événementielle, parce que les autres ont été un peu développés, il y en a beaucoup plus qu'on vous invite à découvrir sur nos plateformes. Donc la plateforme événementielle, elle offre énormément d'avantages. Tout d'abord, c'est une plateforme de ticketing. Donc on invite le Centre Corée à en faire la découverte. C'est un outil qui permet de digitaliser le ticketing de vos événements. Il y a les QR codes intégrés qui vous permettent à l'entrée de scanner simplement les personnes qui se sont inscrites et avoir une base de données qui est là. Une plateforme qui vous permet de relancer toutes les personnes qui ont participé à tous les événements que vous avez initiés. Des messages automatiques qui peuvent être envoyés, une utilisation et une interface extrêmement simple. Donc si vous avez besoin d'accompagnement, quelles que soient les personnes qui sont ici, juste contactez-nous. Elle est gratuite, ouverte à tous. Donc, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de discrimination dans l'utilisation de cette dernière. Et il y a énormément d'outils. La plateforme de crowdfunding, ce n'est pas seulement pour les projets du CDA. Toutes les personnes qui sont des porteurs de projets dans cette salle, des projets qui ont un minimum d'impact social, vous pouvez les exposer sur la plateforme et inviter les différentes communautés à venir faire des dons pour vos différents projets. L'avantage de ce type de plateforme, c'est que ça impose la transparence et ça inspire la confiance. Parce que ce qu'on remarque généralement quand les gens font des levées de fonds au Mali, c'est qu'on ne sait pas où l'argent va. Quelqu'un lève des projets peut-être pour réaliser certains pots ici. Ils vont s'acheter des Jakarta, épouser une deuxième femme. On ne sait pas où l'argent du projet est parti. Deuxième femme. Donc, là au moins, la communauté sait que j'ai injecté, j'ai contribué à telle hauteur et mon argent est parti dans ça parce que vous avez une obligation de résultat et de transparence envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation. Et je pense que quelque part, ça inclut aussi des valeurs de performance et d'honnêteté aux différents entrepreneurs et porteurs de projets. Ma première question est est-ce que le monde aujourd'hui peut faire 24 heures sans Internet? Ma deuxième question, pourquoi seul au Mali la connexion est aussi chère qu'en Afrique de l'Ouest? Aujourd'hui, quels sont les défis et les perspectives
du numérique et de la technologie au Mali? C'est que moi je peux dire aujourd'hui, la jeunesse, aujourd'hui, nous devons savoir que seul, je crois que quelqu'un a parlé de ATT, de ce qu'il a dit, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Est-ce qu'on peut faire 24 heures sans connexion et la cherté de la connexion au Mali? 24 heures sans connexion, cela est impossible. Dans la sous-région, par rapport à la sous-région? Non, dans le monde entier, c'est impossible. Aujourd'hui, en 2016, le monde avait consommé 4 zotaoctets. Zotaoctets, c'est-à-dire 4 21 fois 0 derrière, en 2016, en termes de données. Montres connectées, aspirateurs connectés, téléphones connectés, domotique, les ampoules connectées, tout est connecté. 4 zeta-octets de données en 2016. Ce qui fait 4 0 fois 21, 21 fois. Et en 2025, nous allons consommer presque dans les 163 zeta-octets. C'est-à-dire 163, 21 fois 0 de données. Ça veut dire que le monde aujourd'hui est un monde de big data, de données aujourd'hui. Et ce que nous devons savoir, les données sont plus importantes que le pétrole aujourd'hui. La guerre de contenu. La guerre de contenu. Aujourd'hui, qui maîtrise les données maîtrise le monde. Vous voyez? Mais la question qui se pose aujourd'hui, nous avons mis cette plateforme de visioconférence qui est utilisée par 200 000 personnes, c'est gratuit. Voilà, c'est l'intelligence collective. Ce n'est pas moi, mais c'est le collectif, c'est avec tous les développeurs qui sont chez nous qu'on a développé ça et c'est gratuit. C'est pourquoi Zoom c'est payant, tous les autres sont payants, mais nous, CDA Social, c'est gratuit. La visioconférence. Je pense que Togora conviendrait qu'il y avait les FGI. C'était passé à l'époque parce que son directeur et notre secrétaire général, la Direction nationale de l'économie numérique, participe beaucoup. L'événement a été à la MRTP, c'était l'année dernière, je crois, et moi, je n'étais même pas au Mali, mais on n'avait pas besoin de moi, ils l'ont fait sur la plateforme et c'était gratuit. Donc, ça veut dire que même le gouvernement a utilisé cette plateforme-là. Récemment, quand Shogel s'était adressé à meilleure santé à lui, avant, au niveau du CICB, avec les députés, et quand ils étaient là, ils ont utilisé notre plateforme pour que la diaspora puisse l'utiliser. Donc ça, c'est un outil qui est important. Aujourd'hui, les gens l'utilisent partout, c'est gratuit. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait. Mais l'université qu'on a mis en place également, et aujourd'hui, 80% des gens qui viennent former, je ne les paye pas moi. C'est l'intelligence collective, c'est la co-construction. Il a parlé de mentoring, de coaching. C'est les gens qui décident de venir animer, former des gens gratuitement pour pouvoir inculquer notre valeur qu'il a parlé, qu'on a perdu aujourd'hui. Je conclue en disant que nous n'avons pas de limites, nous n'avons que des possibilités. Et personne ne peut nous imposer des limites, c'est nous-mêmes qui pouvons nous imposer. Ainsi se ferme cette page consacrée au débat citoyen du mois de septembre. Au revoir et au mois prochain.